Bienvenue sur Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, pour l'épisode 14, on parle de la torture à l'époque médiévale, avec Faustine Aran. La torture fait partie des éléments clés qui contribuent à une image sombre, souvent faussée du Moyen-Âge. J'ai compté pas moins d'une dizaine de villes qui ont un musée de la torture médiévale, avec des objets effrayants et généralement complètement en toc, parmi lesquels Prague, Amsterdam, Bruges. Il y a même un endroit, ça s'invente pas, qui s'appelle Sainte-Augustine, en Floride, qui est un musée de la torture médiévale. Et puis au cinéma également, quand un personnage de Quentin Tarantino dans Pulp Fiction s'apprête à prendre une vengeance violente sur un adversaire, il lui dit « I'm gonna get medieval on your ass ». C'est le personnage joué par Ving Rhames qui dit ça, et littéralement c'est « Je vais être médiéval avec toi ». Donc toutes ces représentations excessives de la violence médiévale font qu'il est très bénéfique de disposer d'un travail mesuré, précis d'une historienne sur la torture, et plus précisément sur la torture judiciaire. La torture qui accompagne l'enquête des juges au Parlement de Paris à la fin du Moyen-Âge. C'est le livre de Faustine Aran, qui est docteur en histoire, enseignante en lycée, qui a écrit « La torture au Moyen-Âge, Parlement de Paris 14e, 15e siècle » au PUF, aux Presses universitaires de France en 2017. Merci Faustine Aran. Enchanté. C'est un livre qui contribue au renouvellement des études en matière de justice au Moyen-Âge, un renouvellement qui a été initié notamment par les travaux de Claude Govard. Vous avez fait votre thèse avec elle, et c'est un livre qui est remarquablement écrit, ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture, à la fois très précis sur son objet et les dimensions procédurales et les dimensions aussi concrètes de la torture, comment les corps souffrent au Moyen-Âge à travers la question médiévale, mais qui est un livre aussi qui donne des aperçus assez profonds sur les implications entre les rapports entre justice et vérité, les rapports entre crime et péché, les rapports entre corps et âme à la fin du Moyen-Âge. Et comme souvent les livres à partir d'archives judiciaires, c'est un livre qui a un grand pouvoir de dévoilement du fonctionnement social et mental d'une période, parce que les archives judiciaires, évidemment, offrent un aperçu à travers des transgressions, à travers des jugements, de ce qui se passe dans une société. Alors c'est un livre en même temps qui est marqué, vous le dites dès l'introduction, par une difficulté, celle des sources, puisqu'évidemment on imagine il n'y a pas d'inventaire qui disent pour les archives du Parlement de Paris, tel cas est un cas de torture, tel cas est un cas de torture, donc comment avez-vous fait pour constituer un corpus, pour contourner un peu cette difficulté d'une torture pas toujours évidente à déceler ? Oui, alors l'intérêt déjà d'aller directement dans les sources, c'est en effet de se défaire, si je reprends l'introduction, un peu des clichés, même s'il ne faut pas se leurrer, la société médiévale est une société violente, il ne s'agit pas de démontrer le contraire, mais de remettre un peu les choses à leur place. Donc il fallait aller directement aux sources. Les sources de la justice en France sont difficiles à aborder, d'abord parce qu'il n'en reste pas tant que ça. Ce sont des sources qui sont éparpillées, qui sont alors tributaires aussi du fait qu'on avait une justice à plusieurs niveaux, avec des juridictions enchevêtrées, etc. Donc il faut démêler un petit peu tout ça. Il s'est avéré assez rapidement que les sources du Parlement de Paris étaient les plus intéressantes, puisque ce sont des sources qu'on a gardées de façon quasi intégrale, même s'il y a quand même quelques lacunes. Mais enfin, donc la continuité déjà des archives du Parlement de Paris, c'était une piste intéressante pour pouvoir remettre la torture à sa place. Après, en effet, il n'existe pas d'inventaire à proprement parler, donc il a fallu se plonger dans les sources. Ceci dit, il existe quand même, il y a quand même des recensements partiels qui ont pu être faits à droite à gauche, notamment par le CEAJ. Quelques recensements partiels d'analyse en fait des actes, mais qui peuvent pas empêcher d'aller directement voir les sources. Et puis il y a aussi donc des registres qui font des milliers de folios et qu'il faut éplucher. Un par un pour trouver des cas de torture. Un par un pour trouver des cas, parce qu'il n'y a pas de table des matières, en effet. Il n'y a pas... Donc ça a été la difficulté. Après, il y a quand même des différents types d'actes, c'est-à-dire qu'il y a pas nécessité de forcément tout lire tout le temps, puisqu'il y a différents types d'actes, qu'ils sont très balisés. On voit très vite s'il s'agit d'un arrêt, d'un élargissement, d'une plaidoirie, donc déjà ça permet de faire un petit peu le tri. Les actes sont extrêmement construits aussi, donc on sait à quel moment, enfin très vite je me suis aperçue qu'il y avait des moments où la torture était susceptible d'apparaître, donc ça permet de se reporter plus ou moins dans le texte là où elle pourrait être figurée. Mais oui, il y a eu quand même un gros travail de dépouillement que j'ai pas d'ailleurs complètement terminé, puisque j'ai 14e, 15e siècle, mais en réalité pour la deuxième moitié du 15e siècle, j'ai procédé pas mal par sondage. Et j'ai quand même pris 3 registres intégraux
au moment de la mort de Louis XI pour avoir quand même un corpus assez complet. Mais on pourrait poursuivre le travail. Oui, mais c'est déjà un très gros travail. Et puis, on lit aussi dans votre texte que vous avez une des manières de trouver des cas, c'est aussi de trouver des cas de juges mis en cause pour avoir été excessifs dans leur usage de la torture. Est-ce que c'était une manière aussi de faire apparaître de façon peut-être plus visible cette question ? Oui, alors surtout qu'au Parlement de Paris, alors le Parlement de Paris, c'est le tribunal qui est en haut de la pyramide judiciaire. Donc l'intérêt de ces sources-là, c'était aussi qu'on a à la fois un tribunal qui peut statuer directement sur des cas, mais qui est surtout un tribunal, une cour d'appel. Et donc en effet, par la voie de l'appel, là on a des cas, mais qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Il faut garder ça à l'esprit, puisqu'il s'agit d'appels contre, en effet, des juges qui sont un peu sortis des cadres. Donc c'est pas la torture complètement ordinaire. Ceci dit, on peut la lire en creux, du coup, parce que ce qui est interdit de faire montre en négatif. La transgression révèle la norme, comme souvent dans ce type de sources. Alors une autre difficulté, c'est le vocabulaire. Vous consacrez tout un chapitre à montrer que, comme souvent pour le Moyen-Âge, évidemment, pour approcher les réalités médiévales, il faut parvenir à décrypter les mots, à comprendre leurs nuances de sens. Et vous montrez en particulier que la notion de question à la fois en latin et en ancien français, c'est pas tout à fait la torture, que la question c'est plus ou autre chose que le simple acte physique de torturer. Pourquoi ? Non, alors en fait je suis partie, avant même de m'interroger sur les mots de la torture proprement dit, je suis partie en lisant les textes, parce qu'on a longtemps dit, alors c'est moins le cas aujourd'hui, que la langue médiévale était floue, vague, imprécise. Et en fait, à la lecture des textes, il s'avère que non, à mon sens. Au contraire, il y a un souci de précision qui est extrêmement pointilleux. Et donc en fait, c'est en partant de ce constat-là que je me suis dit, mais du coup, donc je pense pas qu'un mot soit employé à la place d'un autre, ou à peu près, mais que chaque mot renvoie derrière à des choses qui sont implicites ou qui se sont construites au fur et à mesure. Donc en fait, j'ai fait ce travail d'essayer de décortiquer et de remonter à l'origine des mots. Alors étymologiquement, bien sûr, là, les sources latines sont quand même importantes parce que le terreau romain du droit romain est fondamental. Oui, le droit romain qui permet la torture. C'est là-dessus que se fondent les juges médiévaux pour dire que c'est parfaitement normal de torturer parce qu'il y a une base juridique. Et c'est une base juridique qui est complètement intégrée par les juges. Donc d'ailleurs, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'ils n'y font pas forcément référence directe. C'est en filigrane qu'on perçoit, et c'est par la connaissance du code ou du digeste qu'on retrouve des expressions du droit romain et que c'est une évidence qu'en effet il y a une inspiration très forte. Mais donc le terme quaestio à l'origine, c'est un terme qui désigne le procès en général. Enfin, il y a un problème. Et en fait, c'est simplement à la lecture de l'ensemble du texte qu'on peut déterminer s'il s'agit d'une mise à la question, c'est-à-dire effectivement on rentre dans le cadre d'une procédure extraordinaire avec possibilité de la torture, ou bien s'il s'agit simplement d'un débat contradictoire, qui peut être aussi désigné par le même terme. Donc on a longtemps un peu décidé à l'emporte-pièce finalement que quaestio ça voulait dire torture, alors que c'est pas vrai. Et puis après donc il fallait déterminer quand est-ce qu'il y a vraiment possibilité de torture ou quand est-ce qu'il y a torture, et là on a des expressions, donc la mise à la question. Vous avez aussi des termes. Le mot torture lui-même est rarissime au XIVe, XVe siècle. Il se met en place progressivement au cours du XVe siècle, mais sinon ce sont les termes de procédure extraordinaire, de tourment, qui sont utilisés en priorité, ou pour les textes, quand on utilise le français, de GN ou GIN, qui sont employés, et qui là par contre sont sans équivoque. Là on sait qu'il y a torture. Un des apports, à mon avis, fondamentaux de votre ouvrage, c'est de montrer que c'est pas une torture gratuite, évidemment, mais c'est surtout pas une torture non mesurée. Il y a des normes qui l'encadrent. Vous parlez à certains moments de légers tourments pour des délits moins graves, et au contraire des formes plus avancées. Surtout, tout crime ou tout délit n'implique pas la torture. On peut s'en passer. Et les juges médiévaux savent s'en passer, dans certains cas, quand il y a flagrant délit, quand il y a assez de témoins, etc. C'est pas systématique. Donc, est-ce que vous pouvez dire un mot, finalement, de ce cadre qui
n'oblige pas à pratiquer la torture au cours d'une enquête médiévale. Oui, alors c'est extrêmement cadré. Ceci dit, ça remonte aussi pour beaucoup au droit romain, qui avait déjà pas mal cadré la torture. En effet, la torture ne peut déjà théoriquement être employée que dans les cas de crimes dits énormes. Donc ce sont les crimes les plus graves, alors le meurtre évidemment, le vol qui est considéré comme un crime grave à l'époque, tout un tas de crimes sordides également, mais donc déjà ça restreint quand même le champ de la torture, c'est-à-dire que la justice ordinaire, les conflits de voisinage, etc., là ça ne rentre même pas dans ce cadre-là. Donc c'est réservé à un certain type de crime. C'est réservé quand même aussi à un certain type de tribunaux et de juges, c'est-à-dire que tous les tribunaux n'ont pas la compétence pour pouvoir torturer, ni d'ailleurs pour pouvoir appliquer la peine de mort, par exemple. Les tribunaux qui n'ont pas haute justice ne peuvent pas recourir à la torture. Alors ceux qui ont ces compétences-là sont certains tribunaux seigneuriaux, certaines justices urbaines et principalement les justices royales. Donc ça, c'est quand même une première limite déjà qui est importante. La deuxième limite, c'est qu'en effet, même en cas de crime grave, on ne recourt à la torture qu'à défaut de toute autre preuve. Et avec le Parlement de Paris, c'est très net. La plupart du temps, les juges sont capables de statuer sans avoir besoin de recourir à la torture parce qu'ils disposent de toutes les preuves nécessaires. Vous avez essayé de quantifier dans combien de cas la torture était présente, si on peut en faire une proportion, c'est difficile évidemment, mais... Alors oui, c'est quasiment inquantifiable. Enfin, on peut quantifier par rapport aux sources dont on a, mais en ayant à l'esprit que ce n'est pas forcément un reflet extrêmement fiable de la réalité. Bon, ça peut donner des indications, bien sûr, mais bon, la statistique, c'est une gageure qui est impossible à relever. Oui, la torture, c'est dans les cas de crimes susceptibles de requérir la torture, c'est 10% maximum c'est un ordre de grandeur important quand même pour désamorcer l'idée que c'est absolument généralisé. Oui, c'est important. Et puis surtout, ce qui est important aussi, il faut savoir ce qu'on entend par torture. C'est-à-dire qu'il y a une procédure juridique qui est la procédure extraordinaire qui conduit théoriquement jusqu'à la torture physique, et puis il y a la torture physique, c'est-à-dire l'application de douleurs pour faire avouer. Mais en fait, il y a tout un cheminement pour en arriver jusqu'à cette application-là, et moi quand je parle de 10%, environ 8 à 10% de gens qui sont exposés à la torture, ça ne signifie pas qu'ils ont été effectivement torturés, c'est-à-dire qu'on est rentré dans le cadre de cette procédure susceptible de conduire à la torture, mais beaucoup avouent avant d'être physiquement torturés. Alors après, on peut gloser. Et vous montrez aussi qu'il y a une torture psychologique, qu'il y a des formes de manipulation mentale, des simulacres de noyade, des choses qui s'apparentent évidemment à la torture, mais qui ne rentrent pas dans le cadre peut-être préconçu qu'on a de la douleur physique. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a de toute façon, mais je pense encore aujourd'hui, il y a un problème de définition de la torture, même si c'est affiné de plus en plus. Donc, si on fait rentrer les menaces, les pressions psychologiques, etc. dans le cadre de la torture, donc en effet, à partir du moment où on rentre en procédure extraordinaire, le prévenu, de toute façon, sait que c'est le chemin qui conduit à la torture, donc on est dans le cadre de la torture. Si on est sur la douleur physique proprement dite, c'est encore moins que ça, donc en proportion. Même si les exemples que vous en donnez sont évidemment effrayants et douloureux à lire, mais... Oui, bien sûr, et puis il faut compter avec tous les accidents de parcours, j'ai envie de dire, les excès de zèle de certains juges, qui sont aussi des êtres humains, parfois des vengeances personnelles qui rentrent en ligne de compte, alors qui sont, ceci dit, sanctionnés après par le Parlement de Paris, mais on n'est jamais à l'abri des déviances. Bon, c'est la nature humaine. Un autre apport de votre travail, c'est de compliquer le schéma sur les évolutions médiévales qu'on avait peut-être l'habitude d'employer, notamment sur le balancement entre l'ordalie et la torture. Il y avait un schéma peut-être courant qui consiste à dire l'ordalie, le jugement de Dieu, était pratiqué durant le Haut Moyen-Âge, et puis par la suite, les procédures judiciaires font usage de la torture, l'ordalie tend à disparaître. Vous montrez que c'est un petit peu plus compliqué que ça, que l'ordalie, quelque chose qui coexiste dans certains cas avec la torture, avec la procédure extraordinaire que vous décrivez. Oui, alors
alors donc schématiquement, effectivement, il y a eu au Moyen-Âge une période où l'ordalie était plus employée que la torture, et puis elle a progressivement disparu et la torture a été davantage utilisée. Donc ça, c'est l'ordalie, schématique. peut-être, on dit, pour ceux et celles qui nous écoutent qui ne connaissent pas très bien, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être faire toucher un objet chauffé à blanc. Oui, alors l'ordalie, c'est la vérité désignée par Dieu, c'est-à-dire qu'on va soumettre le prévenu à une épreuve, donc cette épreuve va le désigner comme coupable ou non, ou innocent. Donc ça va être une épreuve physique, effectivement, par le feu ou par l'eau, hein, et donc Dieu va soit l'innocenter, soit c'est le châtiment lui-même en même temps, hein, qui va démontrer donc que la personne était coupable. Il y a aussi alors un type d'ordalie particulier qui lui va persister longtemps jusqu'à la fin du XIVe siècle, qui est le duel. Le duel est un mode spécifique d'ordalie où le vainqueur du duel est celui qui était dans son bon droit, hein, et là ça va coexister relativement longtemps avec la torture. Après, dans les faits, il a été montré quand même que la torture n'a jamais totalement disparu, même si elle était d'un usage moindre que l'ordalie. Et il a été également démontré, et ça a été une piste intéressante pour moi, que l'ordalie, là aussi, était souvent utilisée davantage comme une menace que réellement pratiquée. Donc voilà, ça permet de relativiser beaucoup de choses. Autre parallèle, cette fois avec la confession. On est évidemment dans une société chrétienne, dominée par l'Église au Moyen-Âge, et l'aveu judiciaire a un certain parallèle avec la confession. Dans les deux cas, finalement, il faut que la vérité sorte pour que soit la justice soit faite, soit que le salut de l'âme soit assuré, mais en tout cas, il y a un parallélisme, et c'est pas par hasard que vous montrez que la confession qui est mise en avant, notamment à partir du quatrième concile de Latran en 1215, et la torture prend son essor aussi dans un même contexte à partir du XIIIe, XIVe siècle. Comment ce parallèle, vous le dessinez ? Oui, alors le développement de la torture à partir du XIIIe siècle a été facile, alors pas autorisé. En fait, on a longtemps pensé que c'était la mise en place de l'Inquisition qui finalement avait ouvert la porte à la torture, mais la torture était déjà pratiquée avant par les tribunaux laïcs. Ceci dit, c'est vrai qu'à partir du moment où l'Église un peu enterrer ses propres doutes vis-à-vis de la torture, parce que longtemps l'Église a été gênée avec cette pratique-là. À partir du moment où l'Église donc a autorisé de façon plus officielle la torture, c'est vrai que ça a permis d'amplifier le phénomène. Il faut pas oublier que les juges jugent au nom de Dieu, hein, la justice qui est pratiquée, et c'est une justice qui est pratiquée. La justice du roi, de toute façon, le roi est le représentant de Dieu sur terre, donc c'est une justice qui est rendue au nom de Dieu. Donc on a toujours le Dieu en arrière-plan. La question du salut est intéressante parce que, alors comme pour l'ordalie d'ailleurs, on a un peu cette idée qu'un prévenu qui résistera à la torture est innocent, même si on est de moins en moins dupe au fur et à mesure que les années passent. Mais donc, résister à la torture peut être un gage d'innocence. Et le fait d'avouer est aussi la porte vers le salut, parce que le châtiment de la justice laïque également, hein, est une porte ouverte vers le salut. Donc là, il y a déjà un parallèle qui est important. Sur la confession, donc le fait de dire la vérité et d'ailleurs beaucoup de prévenus crient merci au moment de la torture, quand ils en peuvent plus, ils crient merci. Et donc la miséricorde, là aussi, on est dans une dimension tout à fait chrétienne, qui est très importante à prendre en compte. La manière dont la confession se déroule lors d'une séance de torture rappelle un peu la manière dont se déroule la confession auriculaire, hein, en termes de déroulement et finalement d'avènement de la parole libératrice chez le prévenu. Il y a des parallèles qui sont évidents. Et le juge se fait confesseur, hein, à ce moment-là. Il y a un paradoxe en même temps, parce que cette société chrétienne, elle valorise aussi, par certains côtés, la douleur physique. Votre livre porte en couverture le martyre d'un saint, Barthélemy, son corps dénudé en train d'être écorché. On sait qu'il y a tout un imaginaire de la flagellation du Christ et des souffrances infligées qui permettent d'atteindre une forme de sainteté. Donc il y a une ambiguïté dans la société médiévale autour de la douleur. Finalement, elle est un instrument pour obtenir la vérité, mais elle est aussi un instrument qui permet de s'élever ou qui permet de faire son salut. Oui, bien sûr.
je sais pas si c'est une ambiguïté, mais il y a ce rapport entre le corps et l'âme qui est très important, et où finalement le corps c'est aussi la porte de l'âme. D'ailleurs, l'expression qui est utilisée dans les sources quand on décide de mettre à la torture quelqu'un, c'est on décide de savoir la vérité par sa bouche. Donc c'est une manière d'extorquer à l'âme, malgré elle, finalement la vérité, en passant par la voie du corps. Donc le corps, c'est un tremplin vers le salut. Et donc là, le rappel avec le Christ est évident, bien sûr. Vous vous posez aussi la question de qui est torturé et vous montrez en fait qu'il y a assez peu d'exemptions de torture, même si dans certaines villes, des privilèges peuvent dire que tel ou tel pourrait ne pas être torturé. En réalité, assez vite ces exemptions tombent. Et vous proposez un effort de typologie de ceux qui sont torturés en montrant quand même que la réputation, la renommée, la fama médiévale joue un rôle très très important dans qui peut être soumis ou pas à cette procédure extraordinaire. Et notamment, vous montrez qu'il y a sans doute une surreprésentation des marginaux, des vagabonds dans votre corpus. Oui, alors les marginaux sont la population visée par la torture en priorité. Ceci dit, par définition, la population marginale est plus exposée à des crimes comme le vol, par exemple, aussi. Donc ça va, l'un va avec l'autre. Donc en fonction des types de crimes, en effet, les populations mal famées sont davantage exposées. Et puis ce sont des populations qui sont sans doute moins insérées dans des réseaux, dont on ne connaît pas la fiabilité, en effet, qui sont de mauvaises conversations, disent les sources. Donc ce sont les suspects par excellence. Après, même si en théorie, donc il y a certaines catégories de population qui sont exemptés de la torture, la noblesse, alors on remonte aussi au droit romain, la noblesse, certains bourgeois privilégiés dans certaines villes. En réalité, lorsque la raison d'État est en jeu, tous les privilèges tombent, sont abolis, et donc la priorité, c'est de trouver la vérité. On a des grands personnages, Jacques Coeur par exemple, qui ont été exposés à la torture au nom de la raison d'État. Alors ça, c'est un aspect très important que vous montrez dans votre dernier chapitre, c'est le fait que la torture contribue à l'affermissement de ce pouvoir royal, à l'affermissement finalement d'une raison d'État, d'une conception de la raison d'État, et que les grands procès politiques, qu'on peut appeler comme ça, à partir du XIVe siècle, sous Philippe le Bel notamment, utilisent le recours à la torture parce que c'est finalement l'instrument d'une volonté royale, d'une volonté d'affermissement du pouvoir. Oui, alors en fait, il y a même plusieurs manières pour l'État de s'imposer via l'exemple de la torture, donc il y a un exemple parmi d'autres, d'abord, alors pour revenir à la norme et à la réglementation, le fait que ce soit la Cour du Parlement de Paris qui réglemente progressivement ce qui est possible de faire ou ne pas faire, c'est une manière pour l'État de s'immiscer à tous les échelons de la justice du royaume pour dicter sa norme, donc à la fois en tant que modèle et puis de plus en plus imposé pour les cours inférieures. Donc là, c'est déjà quand même un biais important pour l'État pour s'imposer dans le royaume. Et puis bien sûr, donc ce qui concerne les procès de lèse-majesté en particulier, alors là, vont être l'instrument par excellence de l'utilisation de la torture à des fins de raison d'État. Et les grands procès politiques, à commencer par le procès des Templiers, bien sûr, mais on en a même après le Moyen-Âge, vont utiliser la torture comme un instrument pour parvenir à des fins qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les fins de la justice criminelle ordinaire. Parce que vous montrez aussi d'ailleurs que pour la justice criminelle ordinaire, certains juges au Moyen-Âge, on en a l'impression en tout cas, commencent à avoir l'intuition que les aveux extorqués sous la torture peuvent être faux. On sait que c'est l'un des thèmes dans les discussions contemporaines sur la torture, y compris aux États-Unis où elle a été récemment remise, hélas, au goût du jour. Certains ont dit à quoi ça sert de torturer de présumés terroristes, puisqu'ils peuvent mentir, et puis les aveux obtenus sous la torture ne sont pas des aveux fiables. On a l'impression qu'au Moyen-Âge, certains commencent à se poser le problème en tout cas. Oui, alors c'est, je pense, une des choses les plus intéressantes que j'ai pu mettre en évidence, c'est le fait que les juges commencent à avoir une intime conviction. Et pour eux, c'est compliqué parce que le juge lui-même est aussi soumis à la justice divine, donc il ne peut pas condamner sans preuve.
Donc il est face à un dilemme qui a cette intime conviction que quelqu'un est coupable, mais qu'il n'a pas de preuves. Donc il doit recourir à la torture pour avoir cette preuve pleine et entière. La torture, ça permet d'obtenir la reine des preuves, l'aveu. Donc il ne peut pas se passer de la torture. Ceci dit, très rapidement, des juges, et notamment au Châtelet de Paris, voient bien qu'il y a des criminels récidivistes, qui sont des criminels qualifiés d'endurcis, qui se sont entraînés à résister à la douleur, qui sont manifestement coupables, mais faute d'aveu, on ne peut pas les condamner. Et d'autres qui avouent n'importe quoi. Et alors, il y a aussi ceux qui avouent n'importe quoi. Il y a des exemples, voilà, un voleur qui avoue très vite, oui, j'ai caché le plat d'étain que j'ai volé à tel endroit, on va voir à tel endroit, on le trouve pas, etc. Donc, on voit aussi, donc, et très vite, on a conscience de ça. Alors après, c'est là que tout le travail de la cour d'appel est important, parce que ça permet de remettre aussi les choses à plat et de finir par acquitter d'ailleurs parfois certains prévenus. Bon, après, parfois des années quand même un peu compliquées pour eux. Oui, il peut y avoir un doute. Il y a un doute. Ceci dit, donc oui, les juges qui s'exposent eux-mêmes au châtiment divin en cas de mauvais jugements n'ont pas trop le choix. Et c'est pour ça que la torture en elle-même n'est pas vraiment remise en question avant l'époque moderne, enfin avant la Renaissance, parce que même si on a conscience des failles de la torture, juridiquement, on n'a pas tellement d'autres moyens pour pouvoir obtenir une vérité judiciaire. Donc la question est là. Après, l'intime conviction se développe quand même, parce que Alors, comment est-ce que moi j'ai senti ça ? C'est-à-dire que normalement, la théorie, c'est qu'un prévenu, pas d'aveu, pas de condamnation. On ne peut pas condamner sans aveu. Or, petit à petit, au cours de la deuxième moitié du XIVe siècle, on va voir que certains criminels, même sans aveu, alors échappent du coup quand même à la peine de mort, mais vont être bannis, par exemple. Ce qui est un intermédiaire trouvé par les juges, parce qu'ils ont conscience qu'ils sont face à un criminel, ils n'ont pas l'aveu nécessaire pour pouvoir condamner à mort, mais en leur âme et conscience, voilà, ils condamnent finalement quand même, parce qu'ils savent qu'ils sont face à un criminel. Est-ce que l'aveu est encore un héritage, d'une certaine manière, du système judiciaire médiéval, dans notre système judiciaire ? La centralité de l'aveu, dont on voit à travers votre livre que c'est vraiment ce qu'il faut obtenir pour avoir une condamnation. Alors je sais, dans le système français peut-être, alors moi je suis pas juriste, mais il semblerait que oui, quand même, dans le système français, l'aveu reste une pierre d'achoppement vraiment du système judiciaire. Après, aujourd'hui, la différence, c'est quand même qu'on a des tas d'autres moyens techniques pour pouvoir statuer. Ceci dit, on est aussi encore dans un système, même si on sort de l'aveu, où les témoignages restent importants. Enfin voilà, je pense que la justice aujourd'hui essaie d'utiliser tout ce qu'elle a à disposition pour pouvoir trancher. Est-ce qu'en écrivant cette histoire, s'est posé la question de la distance par rapport à la violence qui est relatée, par rapport à l'objet ? On sait que les gens qui travaillent sur les violences de masse, par exemple, doivent trouver une écriture et doivent trouver un rapport aux sources peut-être particulier, parce que c'est pas simple de manipuler tous les jours un matériau qui renvoie à la douleur, qui renvoie à des choses atroces. Est-ce que c'est une question que vous êtes posée dans votre travail ou qui s'est posée pour vous ? Oui, c'est une question qui s'est posée, parce qu'il y a beau y avoir des siècles de distance, ce sont pas des archives de fiction, ce sont quand même... Et puis, en plus de ça, et notamment à travers les plaidoiries, on a vraiment des tranches de vie à lire dans les sources, qui sont parfois très détaillées. Et donc, forcément, c'est pas simple, parce que on suit les personnes, et parfois, il y a des actes qui sont vraiment atroces qui sont commis. Donc voilà, il faut savoir... Bon, après, c'est un travail qu'il faut essayer de pas s'impliquer. Peut-être par rapport aux historiens contemporains, c'est peut-être plus facile quand même, parce qu'il y a la dimension un peu exotique de la langue. Le fait que ce soit de l'ancien français ou du latin, ça met déjà de fait une distance finalement, qui est peut-être. Mais non, c'est pas simple. Une dernière question peut-être sur l'inscription de votre travail dans le temps long. Vous l'avez un petit peu évoqué déjà, les basculements du point de vue de la légitimité de la torture se font plutôt à l'époque moderne. Est-ce qu'on peut donner, pour ceux et celles qui nous écoutent, quelques jalons pour dire à quel moment, ou par quels auteurs, ou par quelle remise en cause, la torture, qui était parfaitement légitime au Moyen-Âge,
est devenu quelque chose qu'on va chercher à écarter progressivement de l'enquête judiciaire. Oui, alors c'est entre le XVIe et le XVIIIe siècle que la torture devient problématique, jusqu'à être abolie en France entre 1780 et 1788. Je crois que l'un des tout premiers à se poser la question, c'est Montaigne. Il s'est posé tellement de questions, celle-là aussi, sur le bien fondé de la torture. Après, il y a des juristes aussi, donc à partir des 16e, 17e siècles, qui sont posés la question. Vives en Espagne, et surtout Beccaria, qui est un des tout premiers vraiment à avoir une construction, une argumentation. Voilà, parmi les penseurs des Lumières. Voilà, donc les Lumières, après, voilà, une fois que Beccaria est passé par là, il y a eu vraiment une porte ouverte, et donc ça a abouti au fait que Louis XVI avait aboli la torture en France dans les années 1780. Pour finir, est-ce que vous pouvez donner aux éditeurs ou aux auditrices qui nous écoutent un conseil de lecture, soit sur votre objet d'étude, soit sur d'autres choses, un ouvrage qui vous paraîtrait important de citer? Oui, alors moi, un ouvrage qui m'a marqué, même si c'est pas du tout un ouvrage sur la période médiévale, c'est La question de Henri Alleg. Il m'est arrivé au cours de mon travail, même si ça se voit pas dans l'ouvrage, de réfléchir à des parallèles entre la torture contemporaine et la torture médiévale. Alors vous citez Raphaël Branche dans l'introduction de votre livre sur la torture en Algérie, donc on voit que c'est quelque chose qui a nourri quand même cette réflexion. Oui, c'est quelque chose qui a nourri ma réflexion, parce que moi, ce qui m'a intéressée aussi en tant qu'historienne, c'est de m'interroger sur la torture sur le temps long, et de m'apercevoir que finalement, il y a des ressorts qui restent identiques, quelles que soient les périodes, y compris au Moyen-Âge, j'ai pu trouver des cas de torture utilisés à fin de renseignement, alors qu'en théorie, c'est pas du tout possible. Mais voilà, il y a la théorie, et puis il y a la vraie vie, il y a la réalité, le pragmatisme, et ça, on le retrouve quelles que soient les périodes. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.